je laisse les deux ouverts. Peut-être que prévenir, je viens d'accepter les personnes. D'accord. Je vais prévenir que en place, ça va commencer ça va préparer. Alors, bonjour tout le monde. Un message pour les personnes qui nous suivent à distance. Nous sommes en train de nous installer et nous allons commencer le débat dans 5 minutes. À très vite. Et bonjour à tous. Merci d'être venus ou revenus pour ceux qui étaient là de l'événement qu'on a fait il y a un mois avec Franck Boutet ici, dans la magnifique salle de Raise. Encore merci à Arnaud Pommel, qui dirige Raise Ray, mais qui est responsable du club Sciences Po Alumni, Sciences Po Alumni Immobilier, de nous accueillir ici. Merci beaucoup. C'est un événement un peu exceptionnel parce qu'on le fait à la fois en présentiel, merci à ceux qui sont levés ce matin, et on le fait à distance. On a plus d'une centaine de personnes qui nous regardent en visio. J'espère que la technique va tenir, elle ne va pas nous lâcher, mais on va tenter ça. Et c'est une session qui sera, je le dis pour les intervenants, qui sera enregistrée pour qu'on puisse la rediffuser. Il y avait notamment, avec le décalage des dates et des grèves, il y avait du monde qui ne pouvait pas revenir. Donc, on a fait cette promesse et de l'enregistrer et de la diffuser. Voilà. Donc, ça reste néanmoins un cadre bienveillant, et ne vous inquiétez pas, et sans tabou. Surtout, c'est une matinée qu'on a voulu sans tabou. Donc moi, je suis Sophie Rousseau, je suis responsable du club ESSEC Immobilier Ville et Territoire. Cette année, on a lancé tout un cycle d'événements autour de alors on l'appelle comme on veut, hein, la construction écologique, l'éco-conception et tout ce qui est la connaissance sur les matériaux biosourcés notamment et géosourcés. Et donc, c'est sûr que la construction bois est un des premiers événements qu'on organise. C'était une évidence. On a un très beau panel aujourd'hui et merci encore. Déjà, j'ai l'honneur d'animer cette matinée avec Céline Laurence, qui est déléguée générale de Fibois France. Elle vous dira mieux que moi ce qu'est Fibois. Du coup, Fibois France co-organise aussi cet événement avec nous. Ça aussi, c'est une nouveauté. Merci Céline. Donc Céline va commencer, c'est pour ça qu'on n'a pas fait venir les intervenants tout de suite. Céline va faire une petite mise en perspective, parce que c'est une question qui souvent est, voilà, si on a voulu cet événement aussi, c'est que c'est souvent des questions complexes, où on entend beaucoup d'idées reçues, beaucoup de gens pour, beaucoup de gens contre, et en fait, il faut aussi adresser la complexité, et donc repartir de qu'est-ce que c'est aujourd'hui la construction bois en France, avec une mise en perspective des chiffres, et ça, Céline le fera. Et ensuite, on recevra donc les 5 invités que j'ai face à moi pour une table ronde débat assez libre. Donc, je les prends dans l'ordre que j'ai face à moi, par ordre alphabétique. Donc, Julie Fernandez, qui est architecte et qui est conseillère au Conseil national de l'ordre d'architecture. Julien Pemzec, qui dirige Woodeum, promoteur bois bien connu. Stéphane Defaille, DG de Grand Paris Aménagement. Michel Veillon, DG de Haut-Savoie. Et Jérôme Fernandez, donc, qui est de Martinez, alors je ne vais pas le faire. Martinez, alors tu es DG ou une responsable du lab. Voilà, on va commencer une petite mise en perspective par Céline qui a fait quelques jolis slides. Alors, juste, toi, Céline, où est-ce qu'il faut qu'elle se mette, Céline, pour qu'elle soit vue par la visio et par... C'est très bien. Ah, il faudra faire des signes. Alors, on va faire des signes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Sophie pour cette invitation et on est ravis de pouvoir co-organiser. Voilà, on a travaillé ensemble sur l'organisation de ce matin. Donc, il me revient la dure expérience de devoir en 10 minutes vous présenter la filière bois, ce qui n'est pas simple, mais ça nous semblait important pour que tout le monde comprenne ensuite les échanges et les débats qui auront lieu. Donc, tu peux passer directement.
J'ai repris vraiment des chiffres très rapides, mais pour remettre tout le monde à niveau. Donc, sur la stratégie nationale bas carbone, vous savez la part que représentent les bâtiments, avec en 2030 un objectif de moins 50, enfin moins 49% des émissions à effet de serre par rapport à 2015. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la construction bois, mais c'était pour remettre dans le contexte. Je vais aller vite là-dessus. On va passer à la slide d'après. Donc, du coup, on a la chance d'avoir une réglementation qui va quand même dans le sens de la construction décarbonée et de l'utilisation des matériaux biosourcés. Ce qui est important à comprendre pour vous, promoteurs immobiliers, c'est l'importance du seuil 2028, qui va être vraiment le premier seuil à partir duquel on va devoir intégrer réellement des matériaux biosourcés, sinon on n'y arrivera pas à atteindre ces seuils-là. Donc, du coup, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est comment on arrive à être en avance de phase pour certains et ne pas… on va avoir un choc de culture, parce que c'est vraiment un changement culturel dont on va parler à partir de 2028. Et donc, les 3 S bien connus, pourquoi on parle des matériaux biosourcés? Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont décarbonés. Souvent, on dit oui, ce sont des matériaux bas carbone, etc. Oui, ce n'est pas juste qu'ils sont bas carbone, ils décarbonent. Donc, c'est pas, on entend beaucoup parler d'autres matériaux. Évidemment, c'est très important de rappeler les 3 S. Donc, ils séquestrent pendant la photosynthèse, ensuite ils stockent et évidemment, ils permettent de se substituer à d'autres matériaux fossiles, d'origine fossile, qui donc apportent un réel impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, si on a le petit schéma d'après, donc on voit qu'aujourd'hui, en plus, le puits de carbone se trouve aussi dans les forêts et donc dans les produits bois. En fait, c'est l'ensemble de la filière forêt-bois. Qu'en 2050, on peut imaginer que 63% du stockage carbone sera effectué à la fois aux forêts et aux produits bois. Donc, en fait, vous voyez l'importance de ce cercle vertueux qu'on essaye d'enclencher. Juste, voilà. Et pour donner encore quelques chiffres, je suis désolée, je vais très vite, mais ça donne quelques idées très claires. Et ça, Julien en parle souvent. C'est ce fameux… donc, vous voyez la différence entre le béton et le bois, où donc on a bien un matériau qui, même si le béton, et on le souhaite, et le ciment soit le plus décarboné possible, qu'il réduise son empreinte carbone, il sera toujours émetteur, tandis que les matériaux biosourcés seront toujours stockeurs, on va dire. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a un décalage quasiment de 1 tonne. On gagne quasiment 1 tonne quand on utilise des matériaux. Donc, le but, c'est voilà, qu'on réfléchisse à chaque fois qu'on peut à utiliser d'autres types de matériaux. Quelques chiffres importants parce que ça, c'est une carte que je montre souvent. Elle est intéressante et je pense qu'elle est intéressante de montrer par territoire parce que la France n'est pas une simple, enfin, ne fonctionne pas de la même manière, de manière centralisée partout. Et donc, on dit souvent qu'on est à peu près à 6-7% de construction bois, de part de la construction bois sur la construction, et avec un objectif de passer à au moins 20% à 2030. Donc, du coup, mais on voit bien, et on regardera tout à l'heure, ça fera écho avec une autre carte que j'ai mise sur la part des industries bois, qu'il y a des territoires comme le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou Auvergne-Rhône-Alpes qui sont quand même déjà bien plus en avance. On a quelques poches de territoire un peu partout. Après, on sait qu'on a quelques endroits, Stéphane pourra nous en parler, Bordeaux, Atlantique, où tu as œuvré, à Nantes également. Voilà, on a mais après, là, c'est des poches, mais ça n'influe pas encore sur l'ensemble du territoire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en moyenne, et ça c'est important parce qu'on va en parler de la part du bois français, on dit qu'on est à peu près à 30% en moyenne d'utilisation de bois français, avec des grosses disparités, on verra en fonction des modes constructifs. Mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée. Pareil, ces chiffres-là, je pourrais vous les retransmettre. C'est pour vous donner un peu les grandes évolutions. On a tous les 2 ans, on fait une enquête nationale construction bois qui est quand même très intéressante, qui permet surtout
non pas de parler en valeur absolue, parce qu'on peut toujours voilà, ne pas être d'accord sur les chiffres, mais par contre, parler en part de marché, en augmentation. Et on voit par exemple la part des extensions sur élévation qui explose en France, donc sur l'utilisation du bois. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, encore sur le non résidentiel, c'est-à-dire équipement et tertiaire, la part du bois est souvent plus intéressante. Alors, avec quelque chose qui fausse un peu, c'est tous les bâtiments industriels, artisanaux, les granges, etc. Enfin, dans l'espace rural, l'utilisation du bois est évidemment beaucoup plus intéressant. Donc, du coup, ça fausse un peu, mais en tout cas, on voit que même bâtiments tertiaires, publics et privés, on est quand même sur un pourcentage qui est assez intéressant et plutôt en augmentation. Voilà. Je voulais vous parler d'un dispositif qu'on a mis en place côté Fibois. Donc, Fibois, je vais présenter rapidement maintenant, c'est le réseau de toutes les interprofessions régionales. Donc, il y a 12 interpros, une par région. On espère que celle de Corse va renaître un jour. Et donc, Fibois France, en fait, coordonne l'ensemble de ces interprofessions et représente au niveau national. Et donc, on essaie vraiment de partir des territoires pour construire des dispositifs et des éléments de terrain. Et donc, on a créé en Île-de-France un pacte bois biosourcé avec des engagements qui ont été pris par un certain nombre d'acteurs. Donc, ces acteurs, c'est vous, c'est les clients, entre guillemets, c'est ceux qui créent la demande en bois. Et donc, du coup, ce sont des aménageurs, des collectivités, des promoteurs et des bailleurs qui sont engagés à construire entre 10, 20 ou 40% de leur production en bois à 4 ans, avec quelques éléments qualitatifs également, évidemment 100% PEC ou FSC et 30% de bois français à minima. Et donc, ça permet d'avoir une anticipation sur la capacité de la filière à enclencher la dynamique, la filière française évidemment. Donc, c'est environ plus de 2 millions de mètres carrés de construction bois qui sont prévus à 4 ans dans le cadre des pactes. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, puisque tout le monde n'a pas signé. Dont 1,2 million en Île-de-France, puisque là, on a commencé dès 2020, donc on a plus de retours. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. On espère pouvoir continuer à le développer dans les autres régions et en tout cas à donner cette dynamique-là. Pourquoi je parle de ça? Slide d'après. C'est qu'on est assez persuadé, et c'est intéressant d'en parler à vous parce qu'on va forcément prendre un angle maîtrise d'ouvrage et ensuite on va remonter la filière, c'est qu'on pense que le marché peut tirer l'ensemble de la filière. Et donc le marché, finalement, en tirant vous voyez, le marché qui tire, et puis c'est la transformation, puis la forêt, avec souvent des débats, et je ferai juste une petite parenthèse autour du bois énergie, qui finalement est un coproduit en fait du bois d'œuvre. Et donc, du coup, en tirant le bois d'œuvre, on tire l'utilisation potentielle du bois énergie, puisque à peu près pour 1 tonne de bois sur un arbre, 1 tonne de bois d'œuvre, c'est 1 tonne de bois énergie qui est produit. Donc, on n'est pas dans l'opposition des usages dans la filière bois, on essaye en tout cas de ne pas l'être. Du coup, slide d'après. Et donc, on va essayer là rapidement de remonter pour que vous compreniez aussi quand on dit on veut du bois local, on veut du bois français, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comprendre comment fonctionne la filière et donc remonter l'ensemble de la chaîne. Donc, vous êtes là, et puis avant, il y a tout ça. Et donc, si on ne comprend pas les différentes étapes et à quel moment il y a des goulots d'étranglement possibles sur une incapacité ou pas à faire, on ne peut pas comprendre où se passent les blocages potentiellement. Donc, cette compréhension, elle est très importante. Et donc, on va rapidement remonter à la forêt. Donc, le slide d'après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait justement au moment où on a créé le pacte bois biosourcé en Île-de-France. Alors évidemment, il y a des approximations, puisque en fait, c'est toujours la complexité de simplifier tout ça, mais on nous disait, oulala, vous allez faire 1,2 million de constructions de bois d'ici 2025 en Île-de-France, vous allez donc déforester toute la forêt française. Et forcément, il faut vraiment qu'on arrive à retravailler, à redonner des grands chiffres. Et donc, c'est moins de 0,5% de l'accroissement de la forêt française par an. Alors, évidemment, c'est très global et on va revenir ensuite puisqu'il y a feuillus résineux, on pourrait revenir. Mais en fait, ça donnait des grands chiffres, ça permettait déjà d'arrêter une première idée reçue. Et donc, voilà, c'était un petit schéma qu'on avait fait qui pourrait être évidemment perfectible, mais qui donne des grands chiffres. La slide d'après.
Donc là, je vais revenir sur la filière forêt-bois. C'est pour vous donner quand même une idée, c'est 440 000 salariés, c'est plus que la filière automobile en France, sur l'ensemble de la filière. Mais c'est aussi 7 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale. Ça, Michel, on en parle souvent. Voilà, et donc, c'est un vrai sujet. Donc, on sait qu'on a effectivement beaucoup d'exportations de bois et de grumes et de produits manufacturés qu'on rachète et qui viennent. Donc, les Chinois sont très friands de nos chênes français. Pour autant, donc, l'idée, c'est comment on arrive davantage à maintenir et à conserver le bois en France, sachant qu'il y a quand même la liberté de vendre et d'entreprendre en France. Donc, même si voilà, on ne pourra pas mettre des murs aux frontières, même si on essaie de le faire, en tout cas sur le chêne à l'échelle européenne. Voilà, c'était quelques chiffres. Et vous voyez qu'en regardant ce schéma-là sur la part de l'emploi salarié de la filière bois dans l'emploi total, on retrouve un peu les poches où ça construit plus. C'est-à-dire que quand même, c'est lié. C'est-à-dire que là où il y a des usines de première et de deuxième transformation, on a plus tendance à utiliser la filière bois parce qu'il y a une logique culturelle très importante. C'est-à-dire que vous savez qu'on a perdu beaucoup de charpentiers après la Première Guerre mondiale, mais on en a quand même gardé plus côté est de la France qu'ailleurs. Je me dépêche. On arrive donc quelques photos ou schémas de la forêt française, c'est très important. Donc, en fait, vous voyez là, la forêt française, c'est quand même 67% de peuplement de feuillus, donc on en parle beaucoup, 21% de conifères. Mais quand on regarde la production des scieries, merci Jérôme, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a évidemment une production totale de résineux bien plus importante que le feuillu, même si on essaye aujourd'hui, vous verrez de manière expérimentale, on pourra en parler, d'utiliser de plus en plus de feuillus, mais on est quand même encore dans l'expérimentation et pas dans la massification. Et si on passe à la slide d'après, j'ai mis un petit dessin pour détendre l'atmosphère, mais en dehors de ça, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette carte. Comme il n'y a pas de cire dans la salle, ça va, je ne vais vexer personne. Cette carte, elle est intéressante parce qu'en fait, quand on parlait d'échelon, à quel moment de la chaîne ça peut bloquer, la scierie est un échelon très important. Et donc, on voit qu'il y a quand même en France des différences énormes par territoire. Et on est passé de 15 000 scieries en 1960 à 1500 scieries aujourd'hui. Donc, vous voyez quand même, en Île-de-France, il en reste, on dit 3, mais il en reste vraiment une, en fait, qui est à Crécy-la-Chapelle. Donc, c'est très compliqué. Quand on dit aujourd'hui, si en Île-de-France, vous dites « je veux construire avec du bois francilien », c'est quasiment impossible. Non, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'imaginaire. Évidemment, c'est plutôt à l'échelle du bassin parisien, voire à l'échelle française qu'il faut regarder. Par contre, dans le Massif central, dans les Landes ou en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même plus facile d'aller chercher du bois qui vient directement, qui est transformé près de chez soi. La slide d'après. Et je vais m'arrêter là, c'est ma dernière slide. C'est vraiment pour lancer le débat, pour vous redonner, parce que ça, je sais que Julien Penzec et Michel Veillon parleront parce qu'ils ont chacun leur procédé constructif, mais c'était important que vous ayez en tête que sur 39 millions, donc environ 49 millions de récoltes de bois, il y en a à peu près la moitié qui va dans le bois d'œuvre. Ça vous donne un peu les grandes idées. Donc, évidemment, le bâtiment est une première demande de bois. Et derrière, il y a 3 types de procédés constructifs que je ne vais pas décrire là, mais dont vous avez déjà entendu parler. Donc, poteau-poutre, ossature bois et CLT. Aujourd'hui, le système qui est le plus utilisé en France, c'est l'ossature, largement. Le CLT, c'est à peu près 5% de construction bois. Enfin, à l'intérieur de la construction bois, ça représente environ 5%, en forte hausse depuis que Oudéum l'a porté voilà, un peu partout. Donc, voilà, c'était quelques mots pour vous donner un aperçu de la filière. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Céline. C'était un vrai défi en 15 minutes dire tout ça, donc on pourra diffuser les slides peut-être, c'est ça qui va intéresser tout le monde. Je lui dis d'ailleurs, il y en a qui sont mis au point, n'hésitez pas, surtout que les intervenants vont venir, ils n'auront pas à se rasseoir, donc n'hésitez pas à venir, plutôt que de rester cachés. On va passer assez rapidement, on va passer au débat, donc je rappelle les intervenants à venir s'installer.
sur les chaises qui leur sont dévolues. Si vous pouvez vous lever, merci beaucoup. On va vous passer la parole. Je passe juste un message pour toutes les personnes qui sont en ligne. Je vois qu'il y avait dans le chat, il commençait à y avoir des choses. Vous pouvez poser des questions. On a Céline qui est derrière l'ordinateur qui va les noter, qui va nous modérer ça, et on se gardera bien 10 minutes à la fin de l'intervention pour justement poser ces questions-réponses. Donc, on prendra des questions de la salle et on prendra des questions aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous ai déjà présenté les uns et les autres. Je vais maintenant plutôt vous passer le micro pour que vous puissiez vous présenter chacun en 2 minutes. Bonjour, donc Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France, et donc j'œuvre dans la filière bois depuis une vingtaine d'années, et donc depuis 3 ans pour le label Bois de France, qui est un label qui garantit un bois issu de forêts françaises et transformé en France, donc pas seulement du Made in France. Voilà, je reprends tous les éléments de Céline. Vous avez vu qu'on a une forêt française qui produit beaucoup de bois, donc c'est intéressant d'allier les deux sur le bois, forêt française et transformation française. Voilà. Bonjour, Michel Veillon, je suis directeur général d'Ossabois, qui est une filiale du groupe GA Smart Building. Ossabois a 42 ans d'existence, 3 usines qui d'ailleurs se trouvent dans les régions où le bois est d'une part existant et où la construction bois est bien développée, il n'y a pas de hasard. Et avec nos 3 usines, on fait une trentaine de millions de chiffres d'affaires, principalement à base d'ossature bois. Bonjour, donc Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement depuis un peu plus de 2 ans, et auparavant de Bordeaux-Euratlantique. Je le cite parce que c'est vrai que Bordeaux-Euratlantique est un des territoires qui a été pionnier dans la massification du recours à la construction bois en immeubles multi-étagés, surtout en moyenne et grande hauteur. J'ai gardé également des fonctions dans la filière avec la présidence du congrès Woodrise qui est un congrès international qui se tiendra à Bordeaux du 16 au 20 octobre prochain. Donc j'en profite aussi pour vous inviter les uns et les autres à vous y intéresser, parce que on est dans des périodes de transformation extrêmement lourdes des modes constructifs, et c'est toujours extrêmement intéressant de nous confronter à nos partenaires étrangers qui pour certains sont en avance, mais pas complètement. On n'a pas à rougir aujourd'hui de ce qu'on fait. Bonjour à tous, je suis Julien Pemzec, donc je suis le président du directoire de Woodéum. Woodéum, c'est un promoteur immobilier qui était pionnier dans l'approche de la construction bas carbone avec l'usage du bois. Aujourd'hui, on existe depuis 2014. J'ai participé à la création de cette entreprise avec Guillaume Poitrinal qui dirigeait Unibail Rodemco, et puis Philippe Zivkovic qui lui dirigeait BNP Paribas Immobilier. On a notre capital depuis maintenant 3 ans et demi. Le groupe Altarea également, puisqu'on était dans une période de forte accélération. Aujourd'hui, on produit un petit peu plus de 1000 logements bas carbone par an dans la France entière, avec un total cumulé de près de 6000 logements, donc ce qui nous donne une bonne expertise de cette approche nouvelle, et puis une bonne vision des obstacles qu'il a fallu surmonter et qui restent encore à surmonter. Bonjour, Julie Fernandez, architecte, donc élue au Conseil national de l'Ordre des architectes. On a aujourd'hui, en tant qu'architecte, un rôle important à jouer dans tout ce qui est engagement environnemental et construction vertueuse avec des matériaux biosourcés. Donc, depuis une dizaine d'années, je travaille sur ces sujets au sein du Conseil national et antérieurement Conseil régional d'Île-de-France. Et on sent que ça commence à infuser un petit peu partout, ce travail, cette réflexion sur l'utilisation de matériaux peu émissifs, et avec une filiale qui commence à se créer, que ce soit le bois, mais que ce soit aussi les autres matériaux. Voilà. Merci beaucoup. Hop, ah ouais, comment on va faire? Ouais, on va se mettre toutes les deux du même côté, sinon on va pas y arriver. Du coup, on va peut-être démarrer tout de suite par les premières idées reçues. Donc, quand on a travaillé cette table ronde, on a essayé de retrouver ce qui tenait même des idées reçues de nos enfances. Et donc, vous connaissez tous l'histoire des 3 petits cochons, qui fait beaucoup de mal à la filière paille aussi d'ailleurs. Mais du coup, le syndrome des 3 petits cochons. Et le premier élément qui nous est venu, c'est un bâtiment bois, ce n'est vraiment pas aussi résistant qu'un bâtiment béton. Vous prenez des risques en construisant ce bâtiment bois. Donc, on a envie de poser évidemment cette question. Évidemment, je ne dis pas
le truc que tout le monde dit, le bois ça brûle, je ne le dis pas, hein, parce que ça, bon, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je posais la question à Michel Veillon, peut-être en premier. Oui, comment dire, d'abord, on a quelques ouvrages, y compris dans Paris, qui ont passé des siècles avant un incendie, mais et tous ces immeubles sont remplis de planchers bois avec comment dire, une résistance qui a su supporter les sujets mécaniques, les sujets de variation de température, la sismique, etc. Sur la sismique en particulier, le Japon est construit majoritairement en bois depuis très longtemps, et c'est depuis que on a apporté le béton et le métal qu'on a su adapter et bien dimensionner pour résister aux aspects mécaniques des contraintes sismiques. Donc le bois a quand même des qualités mécaniques. La fameuse fable du roseau et du chêne, hein, le chêne plie, pardon, casse et le roseau plie. Indépendamment de ça, le bois peut demander quelques précautions. Il n'aime pas l'eau. Voilà. Il n'aime pas l'eau qui vient de l'extérieur. Donc, il faut un revêtement minéral, un revêtement métallique, un revêtement bois, pas forcément, mais ça dépend un petit peu et des goûts et de l'usage qu'on veut en faire. Et puis, on fait aussi attention à l'eau qui circule à l'intérieur. Donc, quand il y a des fuites, on les traite, mais d'une manière générale, la plupart des matériaux n'aiment pas l'eau, hein, y compris les matériaux traditionnels. Donc, aujourd'hui, c'est une question de réglementation, c'est une question de calcul, c'est une question de bilan global. Il y a des bâtiments, nous avons des maisons individuelles qui ont des dizaines d'années et qui sont, évidemment, la couverture est bien entretenue, les menuiseries sont bien entretenues, et puis je n'ai pas d'inquiétude. Je crains plus l'eau ou un mauvais traitement d'une éventuelle fuite, hein, mais encore une fois, dans toute la technique de construction, craint ce genre de fuite. Julien, là-dessus, est-ce que les immeubles que vous construisez vont tomber dans quelques années ou Non. rassure-nous? Non, non, les immeubles qu'on construit apportent exactement les mêmes garanties que des immeubles en béton. Je dirais même qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul sur le bois que sur le béton, puisque les plus vieux ouvrages encore debout sont plutôt constitués en béton et on n'est pas encore en train de réparer en bois, pardon. Et j'étais déjà sur ma phrase d'après. Et je voulais dire, on n'est pas en train de reprendre les balcons des immeubles construits il y a 30 ans sur des immeubles en bois. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Avec Stéphane à Bordeaux, on a démontré aussi qu'on pouvait faire des ouvrages de grande hauteur, hein, puisque on a construit un projet qui s'appelle Hyperion avec Eiffage, qui est un immeuble de 56 mètres de haut, donc un bâtiment qui devait être un R+17 et qui est quand même plutôt un R+16 à la fin, après pas mal de discussions avec les pompiers, parce qu'en fait, on voulait finir par un duplex. Et puis les pompiers ont dit non, le duplex, là, c'est trop. Donc, ça fait des appartements cathédrales et c'est pas un duplex. Et on reconduit cette performance à Lyon en ce moment. Donc, en fait, avec ce procédé dont on a parlé tout à l'heure, le bois massif CLT, on a répondu à une question qui était le sujet du contreventement. On construisait beaucoup les ouvrages en bois avec plutôt des systèmes poteaux-poutres, donc beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles R+2 et pas beaucoup d'immeubles plus hauts. Et en fait, le bois massif CLT, qui est un dérivé du lamellé collé, alors le lamellé collé, on en a vu depuis notre enfance à tous, hein, c'était ces grandes portées dans les gymnases ou dans les centres aquatiques. En fait, là, plutôt que de coller le bois dans les plis dans le même sens, on les a collés à plis croisés à 90 degrés. Et avec ça, on a fait des prémurs bois, même épaisseur qu'un prémur béton, mais c'est prémur bois avec 6 lames de bois massif ou 5, suivant les besoins structurels. Une pièce peut faire jusqu'à 16 mètres par 3 mètres. Elle pèse 1,5 tonnes, donc on est quand même sur un truc assez solide, il ne faut pas le prendre sur le pied. Et avec ça, on fait des planchers, des murs porteurs intérieurs et des murs porteurs de façade. Et ces murs porteurs de façade, comme l'a dit Michel, c'est pas ça qu'on va exposer à l'extérieur. On va ensuite l'isoler par l'extérieur et le recouvrir d'un parement de façade. Et là, je recommande de ne pas mettre de bois en parement de façade. Ce qu'on a beaucoup fait à une époque, hein. Enfin, nous, quand on a commencé, on se baladait avec notre bloc de bois sous le coude et on allait voir tous les maires qu'on connaissait. Et ils nous ont tous dit, moi, j'ai déjà fait un immeuble en bois. Et en fait, l'immeuble en bois, c'était toujours la même chose. C'était une école construite en béton
et recouverte de bois, absolument pas entretenue parce que comme dans les plans d'entretien public, un ravalement c'est tous les 20 ans au mieux. En fait, là, si vous appliquez cette méthode-là au bois, c'est la cata parce que le bois, il va se ternir d'abord, ensuite vraiment griser, et puis après se verdir carrément si vous n'avez rien fait. Et c'est assez marrant de voir d'ailleurs ces mêmes bâtiments dans les pays nordiques, où là, il y a une vraie culture de l'entretien du bois en façade, et les bâtiments sont nickel même après 20 ans, parce que tous les 2 ans, ils appliquent un entretien qui est assez simple, hein, qui est un nettoyage, une reprotection. Mais on ne va pas tout changer d'un coup en France, donc moi je recommande, c'est le bois de structure. Voilà. Julien, tu as parlé pompiers. C'est un sujet qui revient souvent. Je vais te laisser donner ton micro peut-être à Stéphane et après tu reprendras la parole. Il y a de nombreuses discussions autour de la réglementation incendie qui nous occupe, nous, filières, et qui peut être un danger assez fort. Est-ce que la nouvelle réglementation incendie va tuer la construction bois? Tu as 10 minutes, non, 2 minutes. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse parce que ça dépend exactement où vont se placer les curseurs de cette réglementation. Peut-être d'abord pour reposer la situation, souvenons-nous que le bois est d'abord un excellent isolant thermique. Avant de se dire que le bois brûle, ce qui est vrai, c'est d'abord un isolant. Et c'est une très très grosse différence avec le béton parce que le béton soumis à un fort incendie, en fait, on ne sait pas très très bien ce qui se passe. Parce qu'il suffit qu'il y ait des bulles d'air dans le béton à certains endroits, la transmission par les fers béton fait qu'à un moment donné, on va avoir des explosions du béton de façon un peu incontrôlable. Et un pompier qui entre dans un immeuble soumis à un fort incendie sur un immeuble béton ne sait pas très très bien comment va se comporter la structure derrière. Sur un immeuble bois, ce n'est pas la même chose. Si on sait quand l'incendie a commencé, on sait exactement combien il reste de durée de structure résiduelle. Bon. Néanmoins, notre réglementation incendie, elle est basée sur une culture de la gestion de l'incendie qui est très particulière et qui est assez différente d'ailleurs de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, dans les pays nordiques. Et en réalité, aujourd'hui, on est confronté au fait que les pompiers ont vu émerger et ont d'ailleurs très très bien accompagné les premiers immeubles en construction bois. À Bordeaux, on a fait du R+7 en bois où tout est absolument apparent. La tour Hyperion dont parlait Julien, c'est un immeuble sur lequel le bois se voit à l'intérieur. Et en même temps, aujourd'hui, ils se rendent compte que la réglementation n'est plus à jour. Et donc, ils demandent à ce qu'on revoie les choses. Et le débat, pour le simplifier un petit peu à l'extrême, c'est de dire, est-ce qu'il faut cacher tout le bois pour limiter la capacité d'avoir notamment ce qu'on appelle des feux couvents, c'est-à-dire que le bois brûle, mais en long terme, sans nécessairement émettre de chaleur, en tout cas pas mesurable tout de suite, et de fumée. Et donc, limiter l'accès du feu à l'intérieur de... Il y a beaucoup de débats, il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. Il y a surtout un vrai besoin de la filière, en fait, d'expérimenter et de faire des essais au feu, parce que c'est ça la grande différence avec les autres techniques constructives en gros de la seconde moitié du XXe siècle, c'est qu'on les a beaucoup testées en situation, alors que sur le bois, on est encore au début. Il y a des tests qui sont faits grandeur réelle, mais on a encore un peu de travail. Merci. Hier, ma famille m'envoie un article. La dépêche de Toulouse, incendie d'un immeuble au centre de Toulouse, les planchers en bois compliquent la tâche des pompiers. Et en fait, ça, c'est aussi le sujet Notre-Dame, hein. Il faut bien avoir en tête que toutes les constructions ancestrales, anciennes, utilisant le bois n'a pas été utilisé pour résister au feu. Il a été utilisé uniquement pour sa portance. Donc, toute la charpente de Notre-Dame n'a été dimensionnée que pour tenir le poids de ce qui était posé dessus. Et les planchers de Toulouse, c'est exactement le même sujet avec l'acoustique qui en découle. Et donc, en fait, ce n'est plus du tout la même manière qu'on a de concevoir les planchers aujourd'hui et nos immeubles en bois. La structure en bois aujourd'hui qu'on conçoit, on lui demande non seulement de résister à la structure, au poids du bâtiment qui va être appliqué, mais en plus, on lui demande de respecter toutes les normes de défense au feu, donc de résistance au feu. Et ça, c'est fondamentalement différent parce que
il n'y a qu'à visiter un chantier pour s'en rendre compte. Les épaisseurs de bois n'ont plus rien à voir. Et en fait, c'est l'épaisseur de ce bois, justement, qui protège le bâtiment du feu et qui assure sa sécurité. Et donc, bah, ça veut dire que là où à une époque, on mettait 3 cm de bois pour faire un parquet et des poutrelles en dessous, maintenant, on en met 20. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Et donc, moi, j'étais très frustré quand, l'été dernier, il y a eu cette, dans la toute hâte, la production de cette doctrine pompier, émise par les pompiers de Paris, qui a vraiment perturbé toute la chaîne parce que, alors même qu'avec certains de ces mêmes pompiers qui ont signé ce rapport, nous étions en train de faire des essais de tests au feu et il restait en fait juste 6 mois de tests pour aboutir à quelque chose, de plus adapté. Là, en fait, sous la pression, notamment des Jeux olympiques, il y a des décisions brutales qui ont été prises où en fait on a dit: «OK pour faire des immeubles en bois, mais il faut tout calfeutrer». Donc tout recouvrir et donc en fait, ça c'est une grande bataille, une grande victoire des vendeurs de placo. Il y a du placo partout. Et donc là maintenant, on est en train de refaire une petite adaptation. Donc nous, ça fait 1 an qu'on met en situation des bâtiments, qu'on les enflamme dans tous les sens et en fait, on a montré des phénomènes hyper intéressants comme l'auto-extinction du feu dans des immeubles de bureaux et de logements conçus en bois massif. Donc ça veut dire, en fait, le feu s'étouffe au bout d'un moment et donc dans ces grandes fumées, au bout d'un moment, le feu s'arrête et en fait, ça, on le fait parce que un des enjeux, la construction bois, elle est pas mise en péril. On peut construire dès aujourd'hui tout type d'actifs en bois, sauf des IGH. En revanche, on se bat maintenant pour relaisser du bois par an, pour 2 raisons. Un, l'avantage santé, parce que vivre à la vue au contact du bois, c'est bon. Tu anticipes là, Ah, Julia, pardon. tu anticipes les questions à venir, attention. Et 2, le bilan carbone, parce qu'on gâche de la matière, quoi. On gâche de la matière, donc ça On n'a pas y de vient, sens. t'inquiète pas, on y vient, on va faire. Merci pour la réponse. Je vais me tourner. Et d'ailleurs, je fais moi une petite anecdote parce que tu parles de la dépêche du midi. Je suis toulousaine, donc bien sûr, j'ai reçu ma famille très inquiète de ça. Et moi, j'habite en Provence où on nous conseille, quand on a une maison, en fait, d'avoir des volets en bois. Si jamais il y a le feu, il y a l'incendie, et surtout pas des volets en PVC. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Passer la parole maintenant. On n'a pas encore entendu la voix de l'architecte, de la maîtrise d'œuvre. Julie, il y a aussi une idée reçue qui peut arriver, qui est de dire: «Le bois, c'est compliqué à mettre en œuvre, ça n'est pas adapté à la rénovation thermique». Enfin, tout ce qu'on peut entendre. Qu'est-ce que tu peux répondre là-dessus? Le bois, c'est en effet certainement plus compliqué à mettre en œuvre que, les autres techniques constructives qui sont beaucoup plus classiques en France et qui sont enfin notamment, tout ce qui est maçonné et c'est notre culture constructive aussi. Donc aujourd'hui, construire, en bois, ça demande une vraie technicité au niveau, maîtrise d'œuvre et on est plus dans une logique de charpente. Alors, évidemment, avec le CLT, je pense que c'est un petit peu différent. Moi, je connais pas très, très bien, cette manière de faire. J'ai travaillé en bois beaucoup plus sur, des logiques poteau-poutre ou, mur à ossature bois, mais c'est aussi une question d'échelle de projet. Mais ça demande, voilà, ça demande d'aller, chercher des manières beaucoup plus fines de construire dans les assemblages, surtout si on veut, sortir, d'une construction, relativement simple qui pourrait être une boîte. C'est-à-dire si on commence à travailler sur une écriture architecturale, sur de la création aussi qui est notre cœur de métier, sur, des questions volumétriques, esthétiques, révéler aussi le bois. Voilà, il y a toute une pensée des assemblages et des logiques constructives qui sont à repenser, par rapport à des logiques, qui peuvent être beaucoup plus, maçonnées. Je Et vais sur la question de la réhabilitation, de la ré voilà, parce qu'on a parlé beaucoup de neuf et même les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, concernent essentiellement la construction neuve. Nous, aujourd'hui, en tant qu'institution, on est beaucoup dans une, promotion de la rénovation, de réparer la ville. On sait que 80 en fait du bâti est là, est présent et qu'on a énormément de surfaces, qui sont vacantes et qui doivent être, restructurées, réaménagées et le bois, a une vraie place là-dedans. Alors il a une place, non seulement alors on parle de bois d'œuvre, mais il y a aussi, tout ce qui concerne, l'isolation, qui est un vrai sujet. Sortir, des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi, isoler correctement les bâtiments qui existent ou travailler sur, une réflexion sur l'isolation des bâtiments.
comment on peut le faire. Et le bois, le coproduit du bois va avoir un rôle à jouer là-dedans assez important, non seulement pour isoler confort d'hiver, mais aussi confort d'été. Et ça, on commence à en parler, mais ça infuse pas encore de manière très forte. Le confort d'été est un vrai sujet. On l'a vu cette année, il y a eu des alarmes fortes. Et le bois a ce qu'on appelle un déphasage beaucoup plus intéressant qu'un isolant qui va être une laine de roche ou un isolant issu de la pétrochimie, quoi. Donc, Ce qu'on peut juste dire, peut-être pour les gens qui sont moins sachants, parce qu'il y a vraiment tout type de profil dans la salle, c'est vrai que la RE, on en a parlé, que Céline en a parlé en amont, la RE ne s'applique qu'aux bâtiments neufs. Donc la notion de confort d'été qui est arrivée dans la RE, qu'il n'y avait pas dans la RT, c'est vrai sur le neuf. Pour l'instant, c'est quelque chose que nous n'avons pas sur la rénovation. oui, c'est clair, hein. C'est clair qu'aujourd'hui, la réglementation sur la rénovation est, on va dire, moins exigeante et la question de l'ACV, donc de l'analyse du cycle de vie, n'est pas requise lorsqu'on travaille sur une restructuration de bâtiment. Voilà, donc, et le bois aussi, pour peut-être, puis je passerai la parole, c'est intéressant sur la question de réparer ou de renouveler la ville, donc de travailler sur des surélévations. On l'a vu dans la présentation de Céline tout à l'heure. Voilà, il y a toute une action qui peut se faire sur l'extension, la surélévation, par le bois aussi, qui est plus léger qu'une utilisation de matériaux maçonnés, donc il y a qui présentent de gros avantages. Et puis, j'anticipe pas sur les questions, mais il y a des questions Non, de je vais santé plutôt, aussi. oui, on en parlera de la santé, je vous promets. Mais je vais plutôt rebondir ce que tu as dit sur la qualité architecturale. Alors, je vais m'adresser au constructeur de hors-site, à Michel pour Sabois, et promis Jérôme, après on va parler de la filière bois et on te passera la parole, et de la forêt, parce que c'est quand même la matière première. La construction hors-site, souvent, alors je te balance une idée reçue, c'est le principe. Construire hors site, c'est appauvrir les libertés de conception architecturale et c'est prendre le risque d'avoir une ville monotone. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, je ne le pense absolument pas, évidemment. C'est étonnant. D'une part à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, mais même à l'échelle d'un bâtiment. D'abord, je vais bien redire la fabrication hors site, c'est la préfabrication. Juste faire une petite parenthèse par rapport à la rénovation qui a été évoquée tout à l'heure. Le bois qui très naturellement se travaille en usine, donc arrive de manière préfabriquée avec son isolant, avec son menuiserie, avec son étanchéité, etc., permet de faire des rénovations en site occupé. La rénovation thermique, ça c'est quand même le gros avantage. On arrive avec des murs tout faits qu'on vient plaquer sur une passoire thermique des années 70. De même, on fait de la surélévation en ville avec soit des boîtes, soit des murs, soit des planchers, tout fait en usine. Et au lieu d'avoir des corps d'état ou des lots traditionnels qu'il va falloir manipuler dans des contraintes urbaines conséquentes, la préfabrication permet de rénover en site occupé de manière beaucoup plus rapide et sans nuisance. Pour revenir sur la préfabrication et la construction hors site dans le neuf, aujourd'hui, il y a une donnée essentielle qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années, qui est la présence du numérique. La présence du numérique fait que la préfabrication des années 60-70, c'était des moules, c'était des standards, et on reproduisait des bars tout identiques, qui ressemblaient plutôt à des hôtels, et pourtant c'était des T4, ou bien qui faisaient des collèges au kilomètre, c'est-à-dire c'était des collèges en longueur, et on voulait combien 400 élèves, 600 élèves, je te mets un collège de tant de mètres, et c'était les mêmes profilés, les mêmes alignements. Aujourd'hui, grâce au numérique, et le bois est naturellement numérique, d'autres matériaux sont aussi numériques, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de standard, on sait simuler, on sait faire des maquettes, on sait reproduire, et on n'est plus, je dirais, avec un modèle ou une forme identique reproduite dans une dimension, on est dans les 3 dimensions. Donc, nous, on a fait un immeuble de 8 étages, entièrement modulaire, 310 modules, 99 appartements, il y a 12 typologies, on a 3 profondeurs différentes de modules, 2 ou 3 largeurs selon les séjours et les chambres, et puis autour de ça, on a su habiller des balcons et faire des formes multiples, parce que évidemment aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir un appartement qui est la copie conforme du voisin, et puis esthétiquement, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui se reproduit. Donc, aussi bien dans comment dire, la fabrication hors site la plus aboutie, qui est ce qu'on appelle le modulaire 3D, hein, on prend des panneaux, en CLT ou en ossature, et on fait des boîtes, c'est un qualificatif un peu rapide, mais entièrement fini,
câblées, qui se connectent les unes aux autres, mais qu'on complète également par des planchers, par des poteaux, par des poutres, et qu'on complète également par des produits d'autres matériaux, qui peuvent être du métal, qui peuvent être du béton. Et la démonstration, c'est comment dire, préfabrication ne veut pas dire standard, ne veut pas dire reproduit au niveau d'un même bâtiment, et encore moins au niveau d'une ville ou voilà. Donc aujourd'hui, on est plus sur des boîtes à outils qui permettent de paramétrer avec des configurateurs et qui permettent de faire du sur-mesure. Tout ça, encore une fois, grâce au numérique qui a fait basculer la préfabrication des standards des années 70 dans la forme voilà, de la série au sur-mesure. Merci beaucoup. Je crois que c'était très clair. On va effectivement descendre un petit peu dans les sujets de ressources. On s'est posé une question, Jérôme, qui est est-ce que construire de manière vertueuse, c'est forcément construire avec des matériaux ultra locaux? Et est-ce que, en fait, la filière, les forêts qui sont autour de nous peuvent y répondre? Alors, bah, tu y as déjà un petit peu répondu dans ta présentation, tu m'as un petit peu spoilé. Aujourd'hui, la filière bois, enfin, vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation de Céline, la forêt française, elle est très diversifiée. Il y a du feuillu, il y a du résineux. Mais le feuillu et résineux, il est pas disséminé partout. Il y a des massifs plutôt feuillus et des massifs plutôt résineux. Aujourd'hui, on construit quand même principalement résineux et ce sera encore la règle pendant encore pas mal d'années, même s'il faut qu'on essaye de développer un petit peu le feuillu. Donc, quand on veut construire en bois local, parce qu'on entend beaucoup ça, notamment de la part de collectivités, bah, si on se retrouve en Île-de-France, c'est l'exemple que tu as pris, ça va être vite très compliqué de construire en bois local, voire impossible. Par contre, c'est sûr que si on est à Grenoble, si on est à Épinal, ça sera un petit peu plus simple, évidemment. Donc c'est pour ça que, bah, du coup, dans le label Bois de France, on a eu cette hauteur de dire on va s'occuper, on va être sur la valorisation du bois français dans sa globalité pour pouvoir valoriser autant les essences résineuses, ce qu'on appelle les résineux blancs, sapin, épicéa, que le Douglas qui aussi a ses secteurs de production, que le pin maritime, et puis pareil pour le feuillu, les chênes de Bourgogne, les hêtres de Normandie, etc. Et pouvoir faire appel à tout ce panel que nous offre la forêt française et optimiser du coup son utilisation, l'utilisation du bois. Donc aujourd'hui, on défend plutôt un usage français de la matière première, plutôt qu'un usage local qui a clairement ses limites en fonction de là où on construit. Du coup, je vais me tourner vers Julien. Le but, c'est de créer un peu de débat aussi. On a parfois reproché à Woodhome de ne pas assez utiliser de bois français. Comment vous avez fait au départ? Enfin, c'est lié aussi à la façon dont vous avez conçu votre business il y a 10 ans. Et comment vous évoluez aujourd'hui? Quand on a démarré, on avait cette conviction autour du bois massif CLT et en fait, pour le coup, il n'y avait pas d'offre en France. Donc c'est vrai qu'on est allé chercher chez nos voisins, les Autrichiens, qui, pour le coup, là, sont des superstars européennes et même mondiales, hein, puisque même les Japonais qui viennent acheter du bois chez eux, puisque les Japonais ne coupent pas les arbres de leur pays, ils les achètent chez les autres. Et, en fait, donc on est parti de ça. Après, un des éléments de la jeunesse de Woodhome aussi, c'était de se dire, c'est ce constat dont tu as parlé, de cette balance commerciale négative, et on s'est dit forcément, il faut qu'on donne une impulsion, et forcément que comme on a la ressource, on a l'or hein, chez nous, le transformateur de cet or va suivre. Et c'est ce qui est en train de se produire. On ne s'est pas trompé, puisque au bout de 10 ans, la production de CLT elle est passée de 0 à 40 à 50 000 mètres cubes, alors très localisé aujourd'hui chez Monsieur Pifto. Mais dans 2 ans, il y aura 2 nouvelles usines qui vont elles aussi produire 50 000 mètres cubes chacune. Donc, on va tripler la production de bois massif dans les 3 années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de créer une sortie à un type de bois de construction. Et c'est des usines qui demandent un investissement important. Et c'est vrai que du coup, pour le faire, les industriels avaient besoin de s'assurer que ce n'était pas un effet de mode. Et là, pour le coup, il y a des aménageurs très courageux qui ont fait des grands plans, et Stéphane pourra en parler mieux que moi, et qui ont dit, moi, je m'engage à l'échelle de mon territoire à faire 30-40% de ma production avec du bois massif. Et ça a donné de la longueur de vue
aux industriels parce que quand vous mettez 25 millions à 30 millions d'euros pour faire une nouvelle chaîne de production, vous voulez être sûr que c'est pour un peu plus qu'un chantier, quoi. Et ça a eu beaucoup d'effets. Ce que tu as fait à Bordeaux a été précurseur. C'est la dynamique que tu relances avec Grand Paris Aménagement. Il y a les Pamarnes aussi qui s'est lancé. Et en fait, de plus en plus de villes sont en train de prendre des engagements lourds. Et nous, ça nous permet aujourd'hui de mieux équilibrer entre une production française et une production encore autrichienne. Je veux bien insister sur une chose, il faut dissocier l'enjeu industriel de l'enjeu écologique. Parce que j'ai souvent entendu, ouais, mais en fait, si vous faites venir votre bois et que vous lui faites faire 1000 km, tout le bilan carbone est annulé. Donc, vous vous souvenez de ce qui a été projeté, le bois stock, arrivé sur place et installé, 600 kg de CO2 par mètre cube, versus le béton qui émet plus 300 kg de CO2 par mètre cube. Le transport, 1000 km, c'est 49 kg de CO2 par mètre cube. Donc 49 kg. Et demain, comme on ne coupera pas les arbres juste de la forêt de Fontainebleau pour faire nos projets, je ne pense pas, demain, dans un cercle plus optimisé, on sera à peu près à 500 kg de CO2 par mètre cube. Donc l'enjeu, il est moins écologique, même si chaque kilo de CO2 gagné vaut la peine d'être évidemment travaillé. Il est surtout industriel. Et en plus, là, on vient de vivre une année où on ne pensait pas qu'on pouvait se poser des questions pour avoir de l'électricité ou acheter des portes et des fenêtres. Donc, très clairement, l'enjeu, il est là aussi, c'est d'avoir une ressource locale avec une autonomie industrielle importante. Tu fais bien de le préciser, mais et tu as fait une transition parfaite. On va parler à l'aménageur courageux. Peut-être tu peux revenir effectivement ce que tu as fait à Bordeaux, ce que tu es en train de faire. La vision qu'on vient d'évoquer des élus qui souvent focalisent sur le bois local. Voilà, comment toi, au quotidien, tu vis ça et surtout, qu'est-ce que tu peux mettre en tant qu'aménageur? Quel est ton pouvoir, ton super pouvoir pour faire bouger toute la chaîne? Alors, effectivement, le super pouvoir de l'aménageur, il est assez simple, c'est que nous sommes des prescripteurs. Et que quand on intervient sur un secteur, on peut dire, vous ne construirez que si vous respectez tel critère. Par exemple, que tous les bâtiments soient rose bonbon. C'est peut-être pas celui qu'on va pas privilégier. Et donc, c'est vrai que c'est exactement ce qu'on a fait à Bordeaux. En fait, on s'est engagé. C'était en 2015, à une époque d'ailleurs où la réglementation française interdisait de construire des immeubles de plus de 4 étages en bois. Et donc, on s'est engagé à faire 20% de la production à l'époque en bois. Et on a très, très vite abandonné cet engagement pour passer à 100%. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les filières suivaient et qu'il y avait, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'était bien mis en exergue, c'est une région qui a une culture du bois, surtout quand on intègre aussi le Limousin, qui permet de ramener un peu de Douglas, parce que le pas maritime, par contre, c'est un peu plus compliqué. En fait, on a réussi tout simplement à donner de la visibilité, à travailler avec les filières locales, puisque c'était tout ça en bois français transformé en France. Sur cette question, effectivement, du localisme, faut s'en méfier, et je partage tout à fait ce que disait Julien. En tout cas, il ne faut pas se tromper d'objectif. Ce n'est pas d'abord un objectif environnemental. Par contre, c'est un vrai objectif de création, ou plutôt de transfert d'emploi. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on construit en dehors du chantier ou qu'on construit sur le chantier, le bilan en nombre d'emplois est à peu près neutre, mais les emplois, ils ne sont pas au même endroit. Un immeuble construit en béton coulé en place, c'est une vingtaine de compagnons sous rue, donc des gens qui viennent en général de l'extérieur du territoire, qui travaillent sur place et qui repartent chaque soir ou chaque semaine, ça dépend, voire chaque année, de plus en plus. Quand on est sur de la construction hors site, d'ailleurs, quel que soit le matériau, ce n'est pas réservé au bois, là, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en usine. On a eu un problème sur la tour Hyperion dont parlait Julien tout à l'heure, parce que le chantier s'est déroulé pendant le premier confinement, Covid. Et donc, le jour où les règles pour pouvoir reprendre les chantiers ont été édictées, le jour même, le chantier redémarrait. Parce que gérer 7 compagnons sous la grue avec des règles de distanciation, ce n'est pas très, très compliqué à faire. Et là où je dis qu'on a eu un problème, c'est que nous, aménageurs, par contre, on était complètement en retard sur la production de nos espaces publics, nos réseaux, etc. Et donc, pendant le confinement, on a pris quasiment 3 mois de retard, pendant que le chantier, lui, il avait pris les 15 jours qu'il a fallu pour stabiliser des règles. Mais ces emplois-là, il ne faut pas qu'on les perde.
parce que sinon on va avoir un problème. Et au contraire, c'est vraiment une vraie opportunité d'avoir une alliance entre les centres urbains, qui sont quand même les endroits où se construit, et puis maintenant avec l'imitation de l'étalement urbain qui va être produit par la politique de zéro artificialisation nette, insérée par la loi climat résilience. En fait, de plus en plus, on va avoir cette alliance entre des territoires où se construisent les projets et puis des emplois qui sont aux franges de ces territoires, avec un enjeu majeur qui est l'accès au foncier et notamment la capacité d'installer en fait des usines. Parce que des usines, il faut de l'investissement, donc des débouchés, mais il faut aussi savoir où on les met et pas les mettre trop loin de l'emploi. Merci. Et du coup, je vais. Voilà, on peut pas la mettre n'importe où, quoi. Il faut quand même pas mal de place. On va pas tout mettre, mais tu nous l'enverras. Du coup, une autre idée qui a beaucoup circulé en 2022, notamment après le démarrage du conflit en Ukraine, c'est, et là je m'adresse, je redonne la parole à Jérôme, c'est le bois, c'est cher. C'est plus cher, et notamment le bois français, c'est encore plus cher. Qu'est-ce que, aujourd'hui, 2023, février 2023, qu'est-ce que Ouais, tu peux nous alors dire? déjà, première petite précision, c'est pas forcément la guerre en Ukraine qui a créé parce que c'est arrivé avant, hein, c'était à l'automne précédent, même l'été précédent, où on a eu l'explosion des prix, notamment sur le bois, et c'était plus dû à la reprise Covid, notamment sur le continent américain, avec des prix qui s'étaient complètement envolés aux États-Unis, et où justement, en France, le marché a été beaucoup plus résilient. Le marché du bois français a été beaucoup plus résilient, et où on a vu certains charpentiers qui avaient l'habitude d'aller se servir en Allemagne et en Autriche, chez des industries qui profitaient du prix américain. Du coup, ils n'avaient plus de bois pour nos charpentiers français. Nos charpentiers français sont revenus voir nos scieurs français. Et les scieurs français, évidemment, leur ont dit, bah, vous faites la queue, hein, comme tout le monde, on a nos clients habituels, donc on va d'abord servir et puis vous verrez après. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même un marché français qui était plus résilient. Et c'est ça l'un des intérêts de travailler avec du bois français transformé en France. Et à ce moment-là, on a même eu des prix français qui étaient plus intéressants que des prix de bois étrangers. Aujourd'hui, j'en discutais pas plus tard qu'avant-hier avec quelqu'un qui manipule pas mal de bois, plusieurs milliers de mètres cubes par an, et qui me disait que même sur le CLT, aujourd'hui, en fonction de la localisation du chantier, il arrive à être compétitif en bois français par rapport à du bois étranger. Si on n'est pas très loin, parce que le transport a quand même un impact, comme l'a dit Julien, qu'on pourrait, alors pas négligeable, mais voilà, qui n'enlève pas tout le bienfait du stockage du bois. Mais par contre, ça a un impact assez important sur le prix rendu du matériau. Et du coup, aujourd'hui, un chantier qui est à proximité, en tout cas pas très très loin d'une usine de production de CLT, eh ben, peut être intéressant en bois français, enfin en tout cas n'est pas forcément plus cher en bois français qu'en bois étranger. Et puis de manière générale, de toute façon, il faut vraiment déjà qu'on préserve nos emplois, qu'on en crée, voilà, qu'on réindustrialise la France, y compris sur la filière bois, et qu'on pousse cette filière bois pour qu'elle soit de plus en plus compétitive. On a parlé de la production de CLT, en effet, qui est passée de 0 à 40-50 000. Alors aujourd'hui, il y a la deuxième, elle est déjà construite, elle est déjà en XLAM fonctionne, et c'est la troisième qui va arriver, en effet, dans une paire d'années. Donc, on voit bien que si on donne de la visibilité à nos industriels, y compris dans la filière bois, ils y vont. Jusque-là, la construction bois en France était relativement minoritaire, on a vu les chiffres, et les scieurs français, ben oui, ils vendaient d'autres produits que des produits adaptés à la construction, ils faisaient d'autres produits. Aujourd'hui, si on leur donne de la visibilité, c'est ce qui est en train d'être fait avec la RE 2020 et tous ces marchés qui sortent, ils investissent. Ils investissent fortement. Là, on l'a vu depuis 2-3 ans, ils ont investi 3-4 fois plus que d'habitude. Donc, il faut donner de la visibilité à la filière pour qu'elle s'industrialise, qu'elle soit de plus en plus compétitive, et qu'on puisse construire si ce n'est pas à ISOCOût, en tout cas à un surcoût supportable en bois français pour préserver nos emplois et créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Michel, tu voulais réagir Je voulais rapidement? juste rajouter, au-delà du bois français, d'abord totalement confirmer que les scieurs et les industriels français ont fait beaucoup d'investissements depuis 3 ans, et que, aujourd'hui, d'une manière, certaine, et mon entreprise le prouve, hein, c'est qu'on est passé des fameux 30 % de bois français à plus de la moitié du bois qui vient de France, et dans certaines typologies, comme par exemple le lamellé-collé, nous sommes 100% bois français, il y a pas de problème. Il y a des bois
techniques, des bois intelligents, qui sont des bois avec des profilés particuliers, des bois avec des panneaux aux performances particulières qui sont très techniques, parce que le bâtiment requiert des matériaux très techniques qui n'existent pas. Mais à part les matériaux qui n'existent pas, la filière française est compétitive et a des capacités. Mais je voulais surtout ajouter un point, c'est qu'il n'y a aucun lien, enfin, le bois est totalement indépendant des conjonctures énergétiques. Parce que le bois ne passe pas dans des fours, le bois ne consomme pas d'électricité dans son élaboration, pas de gaz, pas de fioul. Et pareil, indépendamment du bois de structure, j'ai donné juste un seul exemple, les isolants en bois. Avant, la laine de bois était 25, 30%, 50% plus chère que la laine minérale, avec peut-être quelques différences d'un point de vue feu, et encore, mais surtout les mêmes performances en termes d'isolation et puis surtout de l'inertie, comme ça a été dit, du déphasage qui apporte du confort d'été. Bien aujourd'hui, la laine de bois, c'est la laine qui est élaborée, compactée avec un peu de vapeur, mais qui sort exactement peut-être même moins cher que la laine minérale qui, elle, est élaborée avec de la roche qu'on fait fondre dans des fours à 1600 degrés en consommant force de fioul ou de gaz. Et donc, le bois est totalement insensible. Donc, la crise énergétique et l'inflation n'a pas concerné le bois. La flambée de l'été 2021 a été annulée, en quelques mois. Et aujourd'hui, le bois n'a pas bougé depuis le début de l'année. Il est même à la baisse et très stable. Peut-être, avant de redonner la parole à Julie sur, sur le rôle des architectes, là, on a parlé beaucoup du bois français, mais sur le coût du bois en termes de prix au mètre carré et sur la capacité, rapidement, Julien et Stéphane, à construire dans tous les territoires. Est-ce qu'on peut sortir un bâtiment bois sur tous les territoires périurbains? Enfin, on en voit beaucoup dans les métropoles parce qu'on dépasse 4 700 € du mètre carré. Je cite, des chiffres qui parlent, est-ce que c'est possible de construire, dans d'autres territoires? Alors, la réponse sur la capacité de construire dans tous les territoires est oui, et assez forte. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, le bois, avant de s'intéresser au cœur urbain, c'est d'abord intéressé finalement à la maison individuelle, beaucoup, et sur des marchés très, très diversifiés. Et la maison individuelle, c'est un bon test parce que pour le coup, c'est un marché qui ne supporte pas des surcoûts très élevés. En tout cas, on n'aurait pas les volumes qui se sont développés et la vitesse de développement de ces volumes si on avait eu vraiment un différentiel de coûts structurellement plus élevé. Sur les immeubles, on va dire de moyenne hauteur, on va parler donc en gros sur du R+4, c'est là où ça peut être plus compliqué, mais ce n'est pas plus compliqué à cause du matériau. Globalement, le matériau bois permet aussi de tenir, enfin, et la construction hors site de façon générale permet de tenir un autre paramètre essentiel, surtout aujourd'hui, c'est le délai. Parce qu'un chantier en bois, un chantier en construction hors site, c'est un chantier plus rapide. Et quand les taux d'intérêt ils sont à 1%, bon, c'est pas très grave. Quand ils se réenvolent comme aujourd'hui, 6 mois d'économiser sur un chantier, c'est vraiment beaucoup, indépendamment des coûts de matériaux, des coûts de production. Donc nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut aller très loin dans les prescriptions. Après, c'est toujours pareil, dès qu'on est sur des territoires qui ont peu de capacité financière, ça va être un paramètre sur le coût du foncier et ça va être un paramètre sur quelles sont les différentes prescriptions qu'on intègre et quel est le juste équilibre entre les différents éléments. Avec quand même un élément essentiel, c'est que nous sommes convaincus que le point le plus important dans la construction d'aujourd'hui, c'est sa pérennité. Sa pérennité, sa capacité de répondre aux enjeux de demain. En gros, la canicule de cet été, c'est notre norme dans 15 ans. Hein. Et sans doute, je suis encore par optimisme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, ils répondent à ça? Et ça, aujourd'hui, le bois donne des vraies réponses. Ce n'est pas le seul matériau. D'ailleurs, il ne faut pas opposer les matériaux. Hein. La complémentarité des matériaux est extrêmement intéressante. On a juste un exemple. Si vous mettez des murs intérieurs en terre crue dans un immeuble en bois, vous favorisez énormément le déphasage thermique. Vous allez pouvoir stocker de la fraîcheur la nuit, la rediffuser. Et donc, il y a vraiment une intelligence de projet qui doit se faire. Et c'est d'ailleurs là où le rôle de l'architecte et du concepteur est très, très important parce que ne faut pas tomber dans l'erreur de la standardisation, pas uniquement pour des questions esthétiques, mais pour des questions
en fait, d'adaptation à la situation de chaque projet. Mais oui, on peut tout à fait répondre sur tous les territoires. Et nous, d'ailleurs, ce qu'on constate, et c'est ce qu'on avait fait sur Bordeaux-Atlantique, on ne vendait pas le foncier moins cher pour construire en bois que pour construire en construction traditionnelle. On vendait au même prix et ça n'a absolument pas empêché que tout se déploie. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'on pratique dans nos projets. Je vais peut-être passer tout de suite la parole à Julie, parce qu'il nous reste peu de temps. Désolé, Julien. Justement, tu as parlé, Stéphane, en fait, tu disais le bon matériau au bon endroit, c'est un peu souvent ce qu'on dit. Effectivement, on n'est pas là pour. Enfin, on parle beaucoup du bois parce que le béton est archi monopolistique partout et quand du coup on doit défendre les valeurs du bois, mais vous voyez, je parlais de 20% de construction de bois à horizon 2000, donc on aura toujours besoin de béton, vous inquiétez pas, pour ceux qui, je vois, on reçoit des questions régulières sur le sujet, et de toute façon, même dans un bâtiment bois, ça veut dire quoi un bâtiment bois? C'est pas un bâtiment tout bois, on a multi-matériaux, et donc ça c'est un sujet qui est très important pour les architectes. Comment on peut former, est-ce que les architectes aujourd'hui sont formés, la maîtrise est formée à utiliser cette mixité des matériaux, à concevoir différemment avec les interfaces, et comment on peut les former en formation initiale et en formation continue? Alors, les architectes, oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a une tradition en France qui est celle du maçon et de la construction béton. Donc, aujourd'hui, on se rend tous compte de l'urgence à travailler différemment, à vivre même différemment. Et donc, on a un paradigme qui est changeant et on le sent dans la profession qui est en train de bouger de manière très rapide. En fait, il y a une agilité quand même au niveau de la maîtrise d'œuvre dans son ensemble, hein, que ce soit les architectes ou les ingénieurs ou même les supports techniques. Sur les questions climatiques, en fait, la question technique est aussi très importante et surtout penser les systèmes dans une logique de moindre consommation énergétique, donc moins de systèmes, comment on va aussi sur des réflexions bioclimatiques et tout ça dans sa globalité, parce que en tant qu'architecte, on a une vision très globale de la manière de construire et dans la qualité des constructions dans leur cadre bâti aussi. Il ne faut pas oublier ça parce qu'on parlait de local. C'est comment on écrit en fait sur chaque territoire finalement une architecture qui va parler d'une histoire, qui se construit, d'une histoire qui se fabrique en commun et qui parle aux gens. Et donc, comment les architectes vont monter en compétence sur ces nouveaux sujets. Alors, ils sont déjà là, ils sont prêts et ils se préparent encore mieux, puisque aujourd'hui, au niveau de l'enseignement initial, il y a pas mal de réflexions qui sont en cours et qui vont sortir dans 5 ans sur notamment comment réhabiliter. Je reviens à la réhabilitation parce que c'est quand même l'enjeu de demain. Comment réhabiliter avec des matériaux vertueux. Donc, il y a le bois, mais on a parlé de la terre crue, il y a la pierre, il y a toutes ces ressources naturelles. Alors, c'est un peu étrange d'en parler comme des nouvelles manières de faire parce que ça existe depuis quelques milliers d'années. En tout cas, je pense qu'on a désappris à un moment donné le travail avec ces matériaux. Et donc, l'enjeu, c'est de les reconquérir, de les remettre en œuvre, de revenir sur des techniques constructives qui ont été parfois un petit peu oubliées. Et donc, tout ça, c'est en train de reprendre sa vie et son sens dans les écoles d'architecture. Au niveau professionnel, au niveau de la formation des architectes, en fait, on se forme de manière permanente. Ça fait partie de notre ADN. Et on voit que les formations qui existent sur le territoire, que ce soit sur les biosourcés, sur la construction bois, il y a beaucoup de partenariats avec le CT. Ouais, chaque fois, j'oublie le CNDB ou le FCBA. Il y a beaucoup de formations qui existent. Donc, les architectes se forment aussi auprès de ces structures en partenariat avec des structures plus spécifiques. Sur la terre crue, sur la paille, on n'a pas parlé de matériaux qui sont
peut-être un petit peu moins plébiscité, mais on a le chanvre aussi, on a voilà. On fera un événement spécifique sur les autres matériaux Voilà. biosourcés, ça viendra. Voilà. Mais tu as raison, La c'est question de de la penser là, structure, c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit Stéphane, c'est aussi de penser en son ensemble et d'utiliser les propriétés complémentaires des c'est matériaux ça. Voilà. et pas les opposer, effectivement. Merci. Comme l'heure a tourné, déjà 9h54, qu'on commence à avoir pas mal de questions rien que sur le chat et qu'on en aura peut-être dans la salle. Je vous avais promis de parler bois et santé. On ne l'a pas fait. Donc, s'il y en a en mots rapides, s'il y en a un de vous qui veut peut-être, est-ce que c'est vraiment meilleur d'habiter dans un bâtiment fait en bois? Voilà, si vous avez des éléments, peut-être même chiffrés, objectivés là-dessus. Un chiffre. 12% de sommeil paradoxal en plus quand on dort dans du bois, dans un immeuble construit en bois versus un immeuble construit en béton. C'est un chiffre japonais d'une étude qui a été faite au Japon parce qu'il y a pas mal de... mais rien que ça dit quelque chose au-delà de tout autre paramètre. Juste un chiffre très compréhensible physique, qui est que le bois régule l'humidité. L'été, il relargue l'humidité qui est en son sein. L'humidité dans le bois navigue entre 5 et 25% quand il est sec et posé. Et puis, quand il y a l'humidité, il la capte. Quand vous avez un immeuble en construction traditionnelle, il reste froid ou il reste humide parce qu'évidemment, il n'y a aucune capacité d'absorber cette humidité. Et ça, c'est un vrai confort physique que tout le monde peut bien comprendre. Baisse de la pression artérielle, baisse de la fréquence cardiaque, amélioration du sommeil, tu l'as dit, amélioration de la concentration et amélioration des émotions positives. On passera les études. Hein. Mais merci. Il y a la question aussi comment dire, de la matérialité même qui crée un sentiment de plaisir, et donc c'est très lié. Et puis il y a l'odeur aussi. Aujourd'hui, quand on rentre dans un bâtiment qui est construit avec des matériaux en plastique ou revêtus de plastique, on ne se sent pas du tout. C'est vrai. Et même les chantiers en bois, c'est aussi c'est très particulier. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, je fais un peu de pub parce que le prochain événement du club, ce sera autour du biomimétisme. Il y aura l'agence Béchu, on parle d'architecte, qui nous parlera justement du bienfait santé, du vivant, le vivant dans son ensemble, dans les environnements bâtis. Je fais un peu de pub à cet effet. Merci pour cette prise de parole. On va passer directement aux questions. Je vais prendre la salle, mais je vais commencer par une en ligne. Alors, il y a des gens, et c'est bien, qui viennent effectivement nous poser des questions, des spécialistes aussi sur les questions écologiques. Stéphanie qui nous demande, je vous lis, hein, on parle des enjeux climat et stockage carbone. Il y a aussi les enjeux biodiversité dans la culture de forêt à destination de la construction, et donc la question de la coupe rase qu'on peut pas ne pas traiter. Les coupes rases sont par exemple catastrophiques pour la biodiversité. Alors la question, y a-t-il des labels bois qui prennent les enjeux de biodiversité en compte aussi? Voilà, est-ce que vous pouvez répondre peut-être, Jérôme? Ok. Alors, déjà sur les labels, pour répondre aux labels, en effet, il y a des choses qui existent aujourd'hui déjà depuis une vingtaine d'années. C'est les certifications PEFC et FSC. Elles sont mondiales. L'une, PEFC, avait commencé en Europe, mais est mondiale aujourd'hui. Donc, ça, c'est sûr qu'on vous encourage tous, quand vous consommez du bois, que ce soit dans la construction, mais que ce soit aussi au quotidien, de bien faire attention à utiliser des bois éco-certifiés et donc qui proviennent de forêts gérées durablement. Après, la coupe rase, il faut relativiser la problématique de la coupe rase. Alors, vous allez dire, c'est facile de dire ça, mais parce qu'en forêt française, c'est une part minime de la forêt qui utilise cette méthode de siliculture. On en parle beaucoup parce que c'est très visuel et donc c'est assez facile de prendre des photos ou des images, des vidéos d'une coupe rase et d'en faire une généralité. Mais en forêt française, la coupe rase n'est pas du tout un mode sylvicole très répandu et majoritaire, très très loin de là. Et c'est sur certaines cultures de forêt, notamment dans le résineux, quelque chose qui est presque nécessaire parce que c'est les peuplements qui sont construits comme ça, les peuplements forestiers qui sont construits comme ça. Et donc, vous avez à un moment donné une nécessité de récolter le bois arrivé à maturité et de replanter derrière. L'impact visuel est très fort, mais, et sur la biodiversité potentiellement, mais sur quelques mois, quelques semaines, quelques mois, vous repassez dans cette forêt-là 6 mois, 1 an après,
vous aurez une forêt où il y aura de la végétation qui aura repoussé, où il y aura une certaine biodiversité qui sera revenue aussi, qui a besoin par exemple, de plus de lumière, des choses comme ça. Et vous aurez une forêt qui, 1 an, 2 ans après, aura été replantée. Et vous repassez quelques années après, c'est une forêt qui aura commencé à repousser, etc. etc. Donc, le phénomène de la coupe rase, c'est quelque chose qui est très ponctuel et qui est pas du tout majoritaire, très, très, très loin de là dans la gestion forestière française. Peut-être rajouter qu'il y a des grandes réflexions justement en ce moment sur les labels PEFC, FSC qui sont en train de revoir leur manière de certifier, Référentiel, ouais. leur référentiel, merci. Et donc, il y a des réflexions sur quel est le nombre d'hectares sur lequel on accepterait des coupes rases. Et effectivement, il y a ce qui s'est passé dans le passé. Nous, on hérite, par exemple, il y a beaucoup de forêts qui ont été plantées juste après la Seconde Guerre mondiale, qui arrivent à maturité. Donc, à un moment, faut couper les arbres parce qu'ils arrivent à une maturité. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se poser la question pour la suite. On n'est pas aujourd'hui culturellement, on ne conçoit pas la gestion forestière de la même manière qu'il y a 50 ans. Et donc, se dire comment la filière est en capacité de s'adapter et de se dire qu'aujourd'hui, on peut effectivement replanter, par exemple, des semis d'arbres avant de couper, enfin, ce genre de choses qui permet, ne serait-ce que visuellement dans le paysage, de ne pas avoir le même impact. Voilà, donc c'est des réflexions en cours. Il y a eu aussi, c'est vrai qu'on en parle beaucoup là depuis 2-3 ans aussi de ce phénomène parce qu'il y a eu beaucoup de coupes sanitaires. Depuis 2-3 ans, la forêt a énormément souffert. C'est le changement climatique. Vous croiserez aucun forestier climato-sceptique, ça c'est impossible. Parce qu'en forêt, le changement climatique, on le voit tous les jours. Et donc, on a eu une crise sanitaire, notamment sur l'épicéa, qui a causé des grandes surfaces de coupe rase. C'est aussi ça qui a fait qu'on en a plus parlé. Merci. Comme il est 10 heures, on va prendre peut-être 1 ou 2 questions de la salle et puis on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, tout au fond. En parlant fort, au micro. Voilà. Merci. C'est vrai que j'ai l'impression que ça irait plutôt sur du logement, du résidentiel, du non-IGH. Mais j'aimerais bien le promouvoir sur justement, je suis d'accord, aujourd'hui, on doit faire avec l'existant. Donc à un moment, soit on fait une extension verticale, soit on fait des extensions horizontales. Donc je suis dans un cas où il y a une extension horizontale, où j'essaye de dire, bon, le béton bas carbone, on peut en discuter longtemps, mais j'aimerais bien essayer de promouvoir le bois. Du coup, il fallait accrocher le bois en fait sur l'existant. Le souci que je commence à percevoir, surtout que moi je suis plutôt dans le bureau, c'est que j'arrive pas à avoir des hauteurs libres qui sont du coup marché, c'est-à-dire aller chercher du 2,70. Donc, est-ce que vous avez des idées de génie? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que oui, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, le neuf, c'est plus simple. Il y a le problème d'étalement. Mais je parle, voilà, Stéphane, c'est pour vous un petit clin d'œil, c'est aussi à la défense, comment on fait? On a quand même beaucoup d'IGH, il y a quelques non-IGH, la moitié quand même. Mais comment on fait pour faire des extensions horizontales dont on a tous besoin? Parce qu'à un moment, il faut financer nos ambitions. Et je préfère me dire que je vais mettre quelques mètres carrés de plus et pouvoir faire des projets très ambitieux qui sont peut-être un chouïa peut-être plus chers, etc., etc., et de faire des produits qui vont durer longtemps, mais qui vont quand même répondre aux demandes du marché aujourd'hui, qui a quand même toujours des besoins et ils ne sont pas toujours calés. Vous voyez, ils ont un petit temps de réponse aussi. Il y a des grandes sociétés qui arrivent du CAC 40 qui ont besoin dans leur rapport extra-financier et aussi dans leurs ambitions d'atteindre net zéro en 2028 et pas en 2050. Donc, vous pouvez échanger avec eux, mais ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, voilà. Donc, comment je peux leur expliquer que l'extension, elle va se faire en bois, et tu n'auras pas ton 2,70. Alors j'interviens juste pour expliquer que en général, c'est souvent des hauteurs de plancher. Le bois nécessite souvent des planchers un peu plus épais, pas tant pour les questions mécaniques, mais c'est souvent la combinaison de la mécanique, de l'acoustique, voire de l'incendie. Mais là, il y a des réponses qui ont été données. Le bois s'associe avec d'autres matériaux et on a par exemple des complexes aujourd'hui bois-béton, des solives en béton avec un plancher, des solives en bois avec un plancher connecté bois-béton qui permet de réduire de 20 à 50%
les hauteurs de plancher de bois qui sont souvent autour de 40. Ces 40 viennent évidemment empiéter votre hauteur sous le plafond. Mais à part les planchers, il reste des murs, il reste une enveloppe, il reste des choses qui, eux, peuvent largement accepter une structure et une enveloppe bois. Peut-être que Stéphane peut rajouter. Alors, je pense qu'effectivement, il y a la mixité des produits et dans ces cas-là, la seule manière de s'en tirer, effectivement, quand il s'agit tout simplement de mettre des niveaux à niveau avec l'existant, parce que c'est ça, enfin, c'est comme ça que je comprends le sujet. Il y a une deuxième question quand même qui est sous-jacente et sur laquelle le bois apporte, alors d'ailleurs pas le bois, mais le fait de devoir repenser les procédés constructifs apporte à changer de paradigme. Est-ce que vous êtes sûrs, tous ici, que le bureau existe encore dans 30 ans? C'est-à-dire Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on regarde les transformations majeures de nos sociétés sur les 15 dernières années, 30 dernières années, en fait, on ne sait pas comment on va vivre dans 20, 30, 50 ans. Et donc, il y a vraiment un changement de paradigme extrêmement important qui est rendu possible par la réinterrogation des modes de faire, qui est comment est-ce qu'on construit des actifs qui sont agnostiques en termes d'usage futur. Et à partir de là, ça réinterroge d'une manière totalement différente que 2,70 par exemple. Ça réinterroge la question des planchers techniques ou pas planchers techniques. Ça réinterroge la mutabilité de la surface, alors qui est quelque chose d'assez bien maîtrisé en tertiaire, et assez médiocrement en résidentiel. Et ça, vu d'un investisseur, ça a de la valeur. Aujourd'hui, pouvoir dire mon immeuble qui est là, je saurais le transformer pour un coût modique demain dans un autre usage, si le marché simplement a bougé, parce qu'au-delà de dire il n'y a plus de bureau du tout ou pas. Donc, ça crée les conditions aussi d'une discussion qui est un petit peu différente par rapport aux simples questions soit environnementales, soit même de coût. Parce qu'en fait, c'est de la valeur supplémentaire que cette résilience par rapport au changement. Après, ça reste quand même des sujets de technique au cas par cas. Enfin, et je pense que la réhabilitation, encore plus que le neuf, effectivement, se prête assez mal aux solutions toutes faites. C'est moi qui fais mon pain. C'est gentil. C'est trop d'honneur. Sur la question que vous posez, de toute façon, c'est une question aussi architecturale et c'est une question d'étude. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi derrière la question du PLU, c'est-à-dire quand vous parlez de hauteurs qui ne peuvent pas être de 2,70 pour des raisons techniques éventuellement d'un plancher, d'un complexe de plancher qui fait qu'on va perdre un étage ou qu'on ne va pas pouvoir. C'est à un moment donné aussi se poser la question de la réglementation urbaine. Alors, vous n'en êtes pas responsable, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, parce qu'il y a des rapports qui ont été établis sur la question de la qualité des bâtiments du logement, de la résilience, et qu'une hauteur de 2,50 m paraît aujourd'hui peut-être insuffisante. Donc, le 2,70 qui est exigé est une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir de quelle hauteur on a suffisamment de jeu dans le bâtiment pour aussi le faire évoluer dans le temps. Et les réponses qui peuvent être apportées sont des réponses aussi architecturales, c'est-à-dire et de matériaux. Travailler avec une maîtrise d'œuvre compétente peut vous amener des ouvertures et des possibilités de faire qui peuvent être intéressantes. Et de voir après avec les collectivités au niveau du PLU si il y a des bonus aujourd'hui qui existent, il y a des choses comme ça. Donc, il faut aller fouiller un petit peu de ce côté-là aussi. Mot de la fin, je dois faire un mot de la fin. Compliqué, hein? Merci. Il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, ce que j'aurais dit comme mot de la fin, c'est que dans tous les intervenants, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites, même moi qui construis sur des petits projets, etc. J'entends ça avec gourmandise, de se dire que voilà, il y a une vraie filière qui se développe, juste pour dire que à des petites échelles, sur des petits projets ou sur des projets moins ambitieux qu'aujourd'hui, on parle de Paris Aménagement, on parle de projets neufs, de logements, de bureaux, c'est des gros projets. Quand on revient à des échelles plus modestes et qui sont certainement aussi très courantes, et on est confronté aussi à des problématiques qui ne sont pas forcément traitées sur l'ensemble de la chaîne
de la construction bois. Donc, c'est pas un mot très positif. Je vous laisse finir avec un mot très positif. Là, je voulais juste faire du coup un peu de pub quand même pour les prescripteurs bois chez Fibois parce que c'est vraiment le but. On a de la chance d'avoir une trentaine de prescripteurs en région. Donc en fait, les promoteurs, les bureaux d'études qui se posent des questions, justement, en fait, on est là au local aussi pour répondre à ces questions, à ces techniques, renvoyer vers le bon bureau d'études, le bon architecte, puisqu'on a la chance d'avoir un catalogue et de gens compétents qui sont adhérents dans les Fibois. Donc voilà, j'en profitais parce que le genre de questions que vous posez, en fait, c'est vous allez, voilà, vous avez une carte avec les numéros de téléphone, avec des gens à appeler. Après, on renvoie, voilà, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais ça permet sur des petits projets également d'avancer et de pouvoir donner des réponses. Et puis rester curieux comme vous le faites en étant là aujourd'hui, rester curieux. C'est vrai que le fait de se construire bois, ça redonne de la matérialité même dans notre façon de faire. Et du coup, de poser les questions, d'aller dans les forêts, de se demander d'où ça vient, ce qu'on construit. Et en fait, c'est une excellente occasion de revenir aux fondamentaux de notre métier. Donc, ce sera le mot plus positif. Et de travailler ensemble, comme on a essayé de vous le montrer aujourd'hui. Merci à vous 5, en tout Merci cas. beaucoup. On vous applaudit bien fort. Merci. C'était passionnant, on aurait pu y passer une deuxième heure sans problème. Et alors, j'ai sans doute fait des frustrés qui n'ont pas pu poser leurs questions. S'il y en a qui peuvent rester pour le pot final. Et puis voilà, on vous retrouvera sans doute pour peut-être d'autres événements à venir. Merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir.